C'est un plaisir évidemment d'être avec vous, prendre l'invitation des organisateurs pour parler un peu ensemble et pour apprendre aussi, parce que j'ai changé mon présentation parce qu'il y avait des choses hier qui sont dites, alors il faut l'actualiser, pas en relation avec Trump, c'est simplement en relation à ce qu'on parlait ici, pas dehors. Tu vois. D'accord. Alors mon objectif c'est brièvement retracer l'histoire de comment les Marocains en Catalogne en concret ont plus ou moins géré la question de la mort. Et c'est pour ça que je veux vous poser évidemment les premières données des contextes pour voir dans quelle situation on se place. Non? En Catalogne, vous savez, en région de l'Espagne, on vit approximativement 300 000 Marocains. Ça veut dire le 30% de tous les Marocains qui vivent en Espagne. C'est une présence qui est de longue durée, qui a commencé à la moitié des années 60 et qui montre des indicateurs objectifs de stabilisation et d'insertion sociale, c'est-à-dire troisième génération, en dense tissu associatif, en présence visible dans la société catalane. Et ce que je voudrais, c'est faire une réflexion qui m'amène à parler de la mort, pour parler aussi de comment ces collectifs s'agiraient à soi-même, s'organiser autour de, pas simplement la question de la mort, c'est en général voir quelles sont les structures d'organisation interne qui peuvent être placées évidemment pour défendre une certaine idée, une certaine pertinence à la société catalane, mais aussi le développement et explicitation des identités maroco-catalan, catalano-marocain, je ne sais pas exactement quels sont les concepts clés. Il y a une autre donnée que je crois que, malgré que c'est une estimation, il n'existe pas des statistiques officielles, on doit les poser en premier mot parce que, évidemment, c'est la question sur laquelle je voudrais parler. On a l'estimation de que les 90 ou 95% de tous les décédés marocains sont répatriés. Ça veut dire que la répatriation, c'est pratiquement le total de toutes les questions liées avec la mort dans ces collectifs. La raison de pourquoi, vraiment, ce sont très liés avec certaines idées qu'on avait travaillé ensemble avec des collègues sur la relation de l'élément généalogique, sur la question de la circularité migratoire, les mythes de retour et tout ça. Mais je ne voudrais pas parler aujourd'hui de pourquoi, sinon comment on fait ça. C'est-à-dire comment on donnait des idées et des ressources pour faire les répatriements des décédés. Si vous voulez comprendre un peu plus sur ça, ou cette idée dans laquelle on explique pourquoi on fait cette répatriation, je vous recommande d'écouter mon collègue Ariane Nassolé cet après-midi. Je ferai donc une reconstruction historique qui commence évidemment dans le début de cette immigration, c'est-à-dire les années 60, les années 70, et qu'on peut trouver des morts qui sont liées avec les conditions de vie. On parle de travailleurs immigrés, de travailleurs qui viennent dans une situation irrégulière, qui sont victimes d'exploitation laborale, de précarité des conditions de vie qui produisent des accidents de travail, des écrasements de piétons, des accidents d'aviature aussi, et des maladies relationnées avec les conditions de vie, surtout la tuberculose. Dans ces moments, vraiment, l'idée de la répatriation, c'est impossible de la penser, mais aussi de penser la possibilité d'avoir un lieu réservé dans les cimetières municipaux, dans lesquels placer les éléphants qui soient musulmans ou soit des autres religions. C'est pour ça que les tombes de charité qui ont été faites par les conseils municipaux sont les lieux dans lesquels on place ces défunts. Ce sont des tombes anonymes, sans nom, et qui ont été pratiquement aujourd'hui oubliées. Conforme les consulats marocains, comme vous savez, prennent un rôle important dans le général de la politique marocaine vers les ressortissants qui vivent dehors de cette frontière, la participation du consulat prend force à partir du début des années 80. Et en premier mot, offrant des assistances aux victimes de ces accidents de travail, aux maladies,
mais aussi en profitant du fait qu'on fait cette assistance pour promotionner certains produits bancaires liés à, par exemple, la Banque populaire, afin de proposer des assurances, des signatures des assurances de répatriation de la famille pour les Marocains. C'est à partir de ce moment qu'on commence les premiers répatriements, qui évidemment ce ne sont pas en général tous ceux qui ont déjà fait, parce qu'évidemment, dans ce moment, il existe une très grande précarité au sein de cette collective. Ça, c'est à ce moment qu'on commence les collectes communautaires, cette idée liée avec la solidarité collective, et qui poursuivent jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir des années 90, 95 approximativement, qu'on commence à se proposer à partir des premières représentations des Marocains en Catalogne, et pas simplement les Marocains, mais aussi des autres collectifs musulmans, et la demande d'avoir des carrés réservés dans les cimetières municipaux. Comme vous voyez dans cette image, on a des différents notices à la presse qui parlent sur ça en certaines formes. Cette demande on était plus ou moins importante dans cette période, mais finalement, la réponse des conseils municipaux est très faible. Alors à ce moment, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a en Catalogne 3 carrés musulmans dans les cimetières municipaux, à Barcelone, à Manresa, qui est très proche de Barcelone, et dans une petite ville qui s'appelle Calonge, à Girone. Dans cette progressive incorporation de ces produits bancaires liés avec des banques marocaines, on commence à se prendre aussi l'incorporation des banques et d'entreprises d'assurance catalanes pour proposer en même temps que dans le même modèle quand même. On offre des assurances de répatriation et en même temps on propose des produits financiers concrets. Non? Ça commence à se montrer cette idée de voir qu'il y a une possibilité de prendre un poids dans cette question de la répatriation, et les premières initiatives du point de vue des banques catalanes et espagnoles commencent à prendre force. Ça, c'est aussi la volonté des entreprises bancaires marocaines qui veulent s'implanter en Europe, qui prennent l'idée d'offrir des assurances de rapatriement qui soient évidemment comme des produits très importants dans ces offres. Mais aussi, on commence à se prendre l'idée que la question de la mort dans les Marocains est passée absolument par la question du rapatriement. C'est pas penser qu'on a oublié déjà la possibilité de demander des lieux dans les cimetières municipaux, mais que tous les efforts, on peut se dire, se sont orientés vers la gestion de ce processus de rapatriement. En même temps, des entreprises funéraires, des pompes funéraires, se sont spécialisées dans la question de la répatriation, pas seulement sur les Marocains, sinon en général, pour tous les collectifs étrangers en Espagne, en Catalogne, des entreprises qui montrent des produits qui soient très attractifs du point de vue économique, du point de vue de l'attention qui sont placées sur ces produits, mais qui quand même montrent la possibilité d'avoir des alternatives qui soient différentes et qui proviennent du sein de la communauté. C'est pour ça que je vais me poser à analyser 3 initiatives qui sont bien orientées du point de vue de donner réponse à la question de la gestion de la mort aux Marocains, mais aussi en général au collectif musulman, qui est très divers en Catalogne. Ces initiatives, quand même, proposent l'idée de faire quelques réponses à ce qui est compris ou ce qui est interprété comme une intrusion, une interférence de la partie de ces banques et entreprises d'assurance, et proposer un modèle de faire la répatriation qui soit correcte avec la tradition islamique, avant la tradition proprement liée avec la tradition marocaine, qu'évidemment je ne serai pas ici au moment de reproduire quelle veut dire ça, des traditions marocaines. En tout cas, je peux accepter la pratique habituelle qu'on a fait déjà longtemps.
cette alternative de proposer des assurances qui soient différentes à ces assurances classiques qui ont géré des intérêts, qui ont proposé des intérêts. Ces trois initiatives parlent de laisser à côté la question des intérêts, de l'usage de la production d'intérêts économiques dans ces produits. C'est pour ça que s'y proposent dans cette idée de faire des alternatives, pas de concurrence, des alternatives à ces banques et entreprises d'assurance. Peut-être que ces trois initiatives, à ce moment, il y a un qui est déjà terminé, vraiment mal terminé, et des autres sont encore en train de se constituer, de prendre corps et d'expérience et tout ça. Alors, mon analyse, c'est une analyse qui doit être en tout cas reposée, pas définitive, parce que je vois que ce sont des processus qui sont en train de se développer. Alors, vous comprenez que je ne voudrais faire des analyses finales, sinon, en tout cas, oui, dans la marche. Et une chose que je voudrais détacher à tout moment, c'est que malgré ces initiatives qui ont donné une vision différente de comment gérer la question de la répatriation, aujourd'hui on suit avec les collectes collectives pour amasser de l'argent, pour donner à la famille, pour payer les frais d'un rapatriement ou bien pour envoyer à la famille qui est au Maroc. C'est-à-dire, nous sommes en face à des initiatives qui viennent à remplacer la structure de solidarité qui est déjà faite par le collectif marocain et qui en tout cas suivent avec intensité. Cette première initiative, ça a été lié avec un groupe de communautés locales, de mosquées liées qui sont plus ou moins sous l'influence de ce qu'on dit salafisme aujourd'hui. Ils ont proposé l'idée de faire une répatriation sans avoir aucun contact, c'est-à-dire aucune mainmise, aucune possibilité de penser qu'on peut participer, on doit participer, les non-musulmans, dans la gestion de ce processus. Ce n'est pas simplement la question du rituel, c'est simplement la question de penser que dans toutes les étapes, on peut se laisser à côté de toutes les participations des non-musulmans. Vraiment, ça c'est un peu une image que c'est impossible de le faire, parce que vraiment, si tu dois finalement donc, utiliser cette idée de penser que la répatriation doit utiliser des services qui ont été faits par les pompes funéraires, qui ont des reconnaissances pour le faire, alors ça c'est impossible. Mais ça c'est les cas que je parlais le moins, parce que c'était fini déjà, et pas une question de mauvaise gestion économique. Le deuxième cas, c'est encore plus important, d'un centre islamique en Catalogne, en Barcelone en concret, qui est lié avec la mouvance des frères musulmans et qui propose l'idée de faire la répatriation, mais aussi l'innovation, la gestion de ce processus, comme des différents services qui sont proposés par un centre qui veut devenir en référence sur l'islam en Catalogne. Alors, ça c'est pas simplement avec l'idée de bien faire, vraiment, mais aussi dans cette idée politique de prendre un pied dans cette idée d'offrir des services à la communauté musulmane en général. Comme vous voyez dans l'image, on y a une curieuse participation dans l'image du cercueil qui a donné beaucoup de problèmes il y a longtemps dans les cimetières de Barcelone, de l'usage ou non de l'usage de cercueil, et des autres identifications sur le processus administratif qu'on doit faire, mais qui en tout cas oublie de montrer publiquement qu'après la gestion de cette, comment se dit, assurance en relation avec ce qu'on doit payer pour être bien rapatrié, on doit penser évidemment avec la participation des différentes entreprises de pompes funèbres catalans. Et la troisième initiative, la plus récente et la plus curieuse en tout cas à ce moment, c'est une coopérative halal qui est liée avec un centre d'études sur l'économie islamique, qui est géré par un économiste qui à ce moment a été élu comme un représentant du Parti de justice et développement au Maroc, et qui propose cette assurance Takaful,
dans lequel l'idée de la répatriation est un premier mot proposé, évidemment sans savoir rien avec l'intérêt économique, en évitant toutes les possibilités de penser qu'on utilise la riba, c'est-à-dire cet intérêt pour faire des négocios, et tout ça. Cette initiative très formelle, très nouvelle, a commencé à se poser en fonctionnement, malheureusement, il y a 3 ou 5 jours, je ne sais pas exactement, avec le cas d'une famille pakistanaise qui a décédé, un jeune de 30 ans, qui a trouvé la mort, et que ce sont des images qui ont pris de Facebook de cette association, de cette coopérative, dans laquelle on mise l'idée d'un texte qui évidemment regrette toute la situation posée, mais qui en même temps utilise plus ou moins l'idée de faire un peu la publicité de ces produits. C'est à proposer, à donner en réaction à l'intérieur de la communauté, dans le même sens, à l'intérieur de l'univers Facebook, mais qui reprend à ce moment cette idée de penser qu'on ne doit pas faire de la publicité dans ces circonstances, et aussi de parler de la question liée avec la politique. On peut profiter pour voir comment j'ai suivi cette polémique qui continue encore, pour voir comment on peut réfléchir sur ça. Et c'est pour ça que je veux poser brièvement 4 conclusions. La première est liée dans le fait que ces exemples, ces initiatives, ne sont pas vraiment des actions qui peuvent parler de concurrence effective avec les entreprises de pompes funèbres. En Catalogne, il y a l'existence entre 2 ou 3 entreprises qui monopolisent la question du transfert de corps. Et ces 3 exemples, vraiment, on ne peut dire que soit dans la ligne de créer des pompes funèbres islamiques en Catalogne. Et je ne sais pas si c'est une question sur les ressources qui sont à disposition de ces initiatives. Je ne sais pas quelle est la formation qui est nécessaire pour monter une entreprise en ce sens. Je crois que ce n'est pas ça. C'est surtout l'idée que les corpus industriels funéraires qui est présent en Catalogne est très réactif et qui n'accepte pas bien pas la nouveauté de comment faire avec la question de gestion des morts, mais l'introduction de nouvelles entreprises qui soient liées, par exemple, avec cette spécificité culturelle ou religieuse. Deuxième conclusion. Malgré les propos de ces initiatives, toutes doivent passer obligatoirement pour les réseaux d'une entreprise qui fait la gestion funéraire. C'est pour ça que je pense que souvent on montre ces initiatives comme une idée d'une certaine autogestion de la question de la mort, mais qui est partielle, évidemment, et incomplète. Je crois que dans les entreprises qu'on a fait, les interviews qu'on a fait avec les responsables de cette entreprise, l'idée de penser qu'on informe aux clients, aux membres de la communauté qu'au fond, on utilisera des entreprises catalanes non musulmanes ou non marocaines, alors c'est caché un peu dans ces produits. Troisième conclusion, je finis. La question de la confiance, à partir de cette polémique qui s'est placée avec le Takaful, c'est confiance, au mieux dit, la méfiance comme catégorie culturelle au sein des collectifs marocains et la suspicion permanente que toutes les initiatives qui sont prises en faveur du collectif, je ne sais pas s'ils sont en faveur du collectif ou bien pour les business particuliers de certains. Alors, ça c'est une question qui se place en ce moment dans la question de la mort, mais aussi dans d'autres lieux, dans d'autres moments dans lesquels la communauté prend en charge de ce qu'on doit faire pour se gérer. Et la dernière réflexion, c'est la question de l'islamisation, entre guillemets. Islamisation dans le sens de prendre ou de replacer les sens culturels qui se placent dans l'idée de faire un répatriement avec les principes et la contradiction qui se posent avec l'idée qu'on a parlé déjà dans les séminaires, je finis avec ça, de gérer la paradoxe
la contradiction entre la mort, les déplacements, l'obligation d'être inhumé assez vite et rapidement. Et cette image qui est prise dans l'aéroport de Barcelone et cette référence coranique, ce n'est pas simplement un processus de montrer ce paradoxe, mais je crois que c'est une question que quand même on doit dire. Merci beaucoup. D'abord, avant de vous parler des objectifs de la communication et de la recherche sur laquelle reposent les données, je vais vous parler rapidement de la problématique. Alors, avec le développement des nouvelles technologies au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de familles transnationales, montré comment les liens pouvaient se maintenir, se créer malgré la distance. Et on en parle aussi depuis hier de ces questions de réseaux transnationaux, des nouvelles technologies. Donc, ça remet en question le fait que le face-à-face est nécessaire. Ça permet aussi à la famille, en fait, au soutien, à la circulation du soutien. Et je ne vais pas élaborer là-dessus. Catherine Montgomery va vous en parler cet après-midi. Donc, on a parlé du concept de coprésence virtuelle pour décrire cette situation-là. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de face-à-face nécessaire. Et aussi, et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu hier, le développement des nouvelles technologies permet la création de rituels transnationaux, qu'il s'agisse dans le cas présent de la mort, mais aussi des naissances, des mariages, etc. Et dans le cas de la mort, on a montré comment les migrants sont amenés à participer tant à l'organisation, au financement et au déroulement aussi des funérailles. On a beaucoup parlé, dans les recherches sur les familles transnationales, des ressources, comment la famille pouvait être une source de soutien, une source s'aider mutuellement. Il y a beaucoup de recherches sur les solidarités transnationales et ces recherches se sont multipliées au cours des dernières années. En même temps, ce regard porté sur les liens transnationaux nous fait sous-estimer les contraintes liées à ces liens, mais aussi les coûts émotifs qui sont liés à l'espace. Au cours des dernières années, il y a de plus en plus de recherches qui portent sur mobilité et émotion. C'est beaucoup en lien avec les liens conjugaux ou la maternité transnationale. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que souvent, les liens transnationaux apparaissent rarement comme un substitut à la coprésence physique. Et c'est vrai surtout en période de crise et en période de deuil, quand un proche meurt. Donc, des activités, notamment comme les funérailles, généralement requièrent un déplacement. Alors, mon argument aujourd'hui, un peu, c'est qu'assister à distance au rituel funéraire, c'est rarement, et c'est ce que je vais vous montrer, un choix délibéré de la part des migrants. Ils souhaiteraient être au pays d'origine ou ailleurs auprès de leurs proches. Et c'est plutôt une façon pour eux, une façon créative de pallier à cette distance géographique. Donc, les questions auxquelles je veux répondre aujourd'hui, la communication transnationale, est-ce qu'elle est adéquate en période de crise? Que signifie pour les migrants l'impossibilité d'accompagner un proche en fin de vie ou d'être physiquement, j'ai écrit présent, oui, c'est ça, présent à ses obsèques, et quels en sont les coûts émotionnels? Alors, la recherche, Béatrice vous en a parlé rapidement hier, c'est une recherche qui est menée par Liliane Rachidi sur le deuil chez les immigrants installés au Québec, auquel participaient certaines personnes qui sont présentes, Catherine, Michel, qui avait pour objectif, mais Béatrice nous l'a dit, de voir l'expérience du deuil, comprendre l'expérience du deuil, la place des réseaux dans le processus du deuil et le sens et les transformations des pratiques rituelles. Donc, il y a eu des entretiens auprès de 21 migrants. Dans le cas de la présente communication, il y avait des entretiens avec des gens qui avaient perdu quelqu'un ici ou quelqu'un au pays d'origine. Moi, je me suis intéressée aux gens qui avaient perdu quelqu'un au pays d'origine, donc 17 migrants qui étaient soit hindous, musulmans ou chrétiens. Alors, tous les participants souhaitaient assister aux funérailles. Il n'y en a que 2 qui ont réussi à s'y rendre à temps.
il y a 3 personnes qui sont arrivées au lendemain des funérailles, donc 12 en tout qui n'ont pu y assister. Alors, pourquoi ces personnes-là n'ont pu se déplacer? Bon, j'écris « La mort ne peut attendre ». En fait, pourquoi? Parce que les obsèques doivent avoir lieu rapidement. Il y a certaines pratiques rituelles aussi qui demandent, qui exigent que ça soit fait le plus rapidement possible. Et j'ai mis l'exemple des musulmans, que ça doit être fait dans les 24 heures, parce qu'on avait des cas de musulmans dans notre corpus. Et souvent, la mort, elle est imprévue. Dans le cas d'un parent malade, on peut s'y attendre, prévoir, envisager, voyager. Mais souvent, la famille au pays d'origine cache la réalité, cache l'état de santé pour ne pas inquiéter l'autre. Et c'est arrivé aussi parmi nos répondants. Donc, la difficulté de se déplacer rapidement et d'arriver à temps. Et aussi, on est au Canada, donc les distances sont plus grandes. Parmi les contraintes que les gens nous ont nommées, il y a d'abord acheter un billet d'avion à la dernière minute. Souvent, il n'y a pas de place, c'est difficile. L'obtention du visa, parmi les répondants, on avait des gens qui avaient un statut de réfugié au moment de la mort d'un proche, donc qui ne peuvent pas voyager, ou les démarches sont plus longues pour obtenir un passeport, un visa, etc. Il y a les coûts du voyage. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement l'argent pour pouvoir s'acheter un billet comme ça de dernière minute. Beaucoup nous ont parlé de leurs obligations professionnelles, le fait qu'ils ne peuvent pas s'absenter plus que 3, 4, 5 jours. Ici, selon la loi, on obtient un congé, mais c'est vraiment très restreint, donc pas suffisamment pour ces gens pour quitter. Et les obligations familiales, si la mort se déroule pendant la session scolaire et que ces gens-là ont des jeunes enfants, c'est difficile de tout quitter et de laisser les enfants derrière. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur les rituels transnationaux, Catherine va vous en parler, mais dans tous les cas de ces répondants-là, il y a eu des réseaux, la mise en place de réseaux transnationaux, des contacts avec la famille au pays d'origine. Donc les migrants ont été très actifs pour participer notamment au financement, pour donner du soutien aux proches, pour aider à l'organisation des rituels. Alors, par rapport au coût émotif, comme je vous le disais tout à l'heure, la participation à ces rituels transnationaux ne remédie pas à l'éloignement géographique, même si elle peut apporter un soutien. Et encore une fois, c'est l'objet de la communication de Catherine. Alors, ce qu'on retrouve beaucoup dans les récits des gens, les mots qui reviennent au niveau de toute l'émotion, tout ça, c'est beaucoup parlent en termes de douleur, regret, impuissance, tristesse, souffrance, culpabilité, colère aussi. Donc, tous des termes qui sont propres au deuil qu'on peut vivre même si on n'est pas un migrant, donc, mais qui sont particulièrement plus intenses pour ces gens-là qui se trouvent loin de leur famille. Et souvent, pour les migrants, la crainte de perdre quelqu'un au pays d'origine, de perdre un parent, de perdre un grand-parent, c'est quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien. Alors, ces coûts-là, toutes ces difficultés pour ces personnes, en fait, ça découle beaucoup de la difficulté de recevoir du soutien. Ils en reçoivent, mais pas suffisamment selon leurs termes, mais aussi de la difficulté d'en apporter. Donc, tout ça est lié à l'impossibilité, d'une part, de participer au rituel et de voir le corps du défunt. Tout à l'heure, on se demandait s'il était nécessaire de voir le corps pour vivre son deuil. Mais par la suite, je vais vous détailler, donner des exemples pour chacun de ces points-là. Donc, l'impossibilité aussi de se recueillir en famille, de prendre soin de la personne avant son décès et d'être présent lors des derniers jours du mourant. Donc, c'est tous ces points qui font que le deuil est plus difficile, que les émotions sont plus fortes. Et comme je vous dis, je vais passer à travers tous ces aspects. Donc, tout d'abord, assister physiquement au rituel. Pour les gens qui ont été rencontrés,
le fait de ne pas participer au rituel, de ne pas être présent, pour eux, c'est quelque chose... Pour eux, c'est important d'y être. C'est important que le rituel soit fait, que les différentes parties soient bien respectées. Mais de ne pas être là, pour eux, c'est douloureux. Ils suivent à distance les rituels. Ils sont en contact constant avec leur famille, qui leur disent, bon, oui, on a procédé à telle chose, telle chose, telle chose, mais en même temps, ils voudraient être présents. Donc, il y a l'impossibilité pour ces personnes de constater concrètement la mort de la personne aimée, de visualiser la perte, donc de voir le corps. Et ça revient à la question du rôle thérapeutique des rituels et l'exposition du corps. Donc, tous nous ont dit qu'ils auraient aimé être présents, mais aussi voir. Et ce que les études nous montrent, c'est que ne pas voir le corps peut entraîner un deuil complexe et parfois infranchissable, sauf Sigmund Freud. Mais les répondants nous l'ont dit aussi. Donc, ce qu'ils font pour pallier un peu à cette incapacité d'être présent, c'est qu'ils organisent ici des rituels. Il y a une transformation des rituels. Et il y a des rituels qui se font aussi de façon simultanée, donc au pays d'origine, ici ou ailleurs dans le monde, s'ils ont d'autres membres de la famille. Et il y a plusieurs personnes qui envisagent également de retourner un jour pour se recueillir sur la tombe du défunt, etc. Et je vous donne l'exemple de Faisal, qui est musulman. Alors, son père est décédé 2 ans après son arrivée au Québec. Il aurait vraiment aimé être auprès des siens, mais à ce moment-là, il venait tout juste d'obtenir un nouvel emploi, donc c'était difficile pour lui. Il avait peur de le perdre. Et sa mère lui a dit, mais de toute façon, tu vas arriver, ça va être trop tard, ton père va être enterré. Il était toujours en contact avec sa famille. Il a réussi, avec l'aide de la communauté sénégalaise ici, à ramasser de l'argent et envoyer ça là-bas. Il a aussi donné des conseils à sa famille. Sa sœur était ici, donc ils se sont rassemblés chez elle. Il y a des gens de la communauté qui ont été au domicile de sa sœur, donc ils ont organisé des rituels là-bas. Et il a pu retourner 1 an après le décès de son père et refaire un rituel. Donc, tuer un mouton, distribuer la viande. L'imam est venu à la maison, ils ont récité des prières. Et ce qu'il nous dit, c'est que je dois réorganiser les obsèques parce que c'est mon père, c'est une responsabilité pour avoir la conscience tranquille. Le deuxième point, qui est très relié au premier, en fait, c'est l'importance de se recueillir en famille. Donc, les rituels funéraires ont plusieurs fonctions, dont une des fonctions est de se retrouver avec les vivants, avec les siens. Ça permet aussi de consolider les liens sociaux, et plusieurs auteurs ont d'ailleurs insisté sur cet aspect. Et en même temps, la famille constitue une source de soutien pour les endeuillés. Donc, on peut comprendre que de se retrouver loin de la famille, ça peut être douloureux, même si on conserve des contacts. Ce n'est pas la même chose que de serrer les gens dans ses bras, de les toucher, de pleurer avec eux. Et là, je vous donne l'exemple de Slavika, qui est une migrante bosniaque qui a perdu son père quelques années après son arrivée au Québec. Et elle avait eu l'occasion de se rendre compte, son père était âgé, avait 90 ans, donc lors d'un voyage précédent, 6 mois avant sa mort, elle avait eu l'occasion de réaliser que son père était très malade, qu'il allait pas bien, et de penser qu'un jour, très près, il allait mourir. Mais en même temps, pour elle, des raisons professionnelles l'ont empêchée de retourner pour les funérailles. Et elle regrette de ne pas y avoir été, de ne pas avoir vu son corps, mais elle regrette aussi d'avoir été loin de la famille. Mais là, quand elle parlait du corps, ne pas voir le corps, ça complique beaucoup le processus de deuil. Je n'ai pas vu son corps, dont je vis le deuil sur quelque chose que je n'ai pas vu et qui est très difficile à imaginer.
Et elle ajoute que sa souffrance a été multipliée par le fait qu'elle était loin de sa famille. Pour elle, ça a été vraiment un drame. Et c'est pas moi qui ai fait l'entretien, mais je sais, ce qu'on disait dans les notes, c'est qu'elle pleurait beaucoup, même au moment de l'entretien. Il y a eu des amis qui ont été chez elle pour la réconforter, pour lui donner ses sympathies, mais en même temps, elle trouvait ça difficile, les moments où elle se retrouvait toute seule, par exemple le soir à la maison. Alors, un troisième aspect qui rend les émotions plus fortes, l'éloignement plus difficile, c'est l'obligation du soin. Donc, d'avoir été incapable de prendre soin de leurs proches, de lui avoir apporté un réconfort, surtout quand c'est une personne qui est malade, une personne âgée. Donc, ils se sentent coupables de ne pas avoir pu apporter des soins. Et c'est directement lié au maintien de l'obligation du soin, donc, malgré la distance, donc toute la question du soin, de la solidarité transnationale, des obligations transnationales. Et ce que les études ont montré, c'est que oui, il y a maintien des soins, des obligations familiales malgré la distance, mais que ce n'est pas toutes les formes de soutien qui peuvent se faire à distance. Et c'est notamment que c'est ça, certaines formes d'obligation requiert une présence physique, et c'est le cas dans des soins personnels et de l'accompagnement aux mourants. Donc, dans le cas, ce que vivaient ces personnes. Il y a 4 personnes qui ont été capables de retourner avant le décès de leurs proches, mais en même temps, elles nous disent, bon, j'y étais pas là constamment, j'y étais une fois ou deux, et pour elles, ça a été réconfortant, mais pas autant qu'elles auraient aimé davantage participer auprès de leurs proches. Et ça peut aussi être une source de conflit dans les familles, dans le fait de ne pas apporter un soutien, de ne pas être présent. Mais dans le cas des répondants, des 17 personnes, il y a une personne qui nous parle de conflit, mais c'était plus autour de l'héritage qu'autour de l'obligation du soin. Alors l'exemple de Salvador, qui est d'origine mexicaine, lui a quitté le Mexique en sachant que sa mère était malade et sa mère lui a donné sa bénédiction. Et en même temps, il se sent coupable parce que c'est lui là-bas qui lui apportait un soutien. Donc quand elle est décédée, il était triste, il se sentait coupable de cet abandon. Et le dernier, c'est le devoir moral de présence, donc le sentiment qui est lié à la culpabilité de ne pas avoir été physiquement présent au moment du décès, lors des derniers moments du mourant. Donc, de ne pas avoir pu faire ses adieux à la personne décédée. Souvent, les migrants, ça faisait des années qu'ils n'étaient pas retournés au pays d'origine, qu'ils n'avaient pas vu leurs proches, donc ça augmentait encore cette douleur-là. Donc, c'est ne pas être présent aux côtés de la personne mourante pour souvent recueillir ses derniers mots, ses dernières paroles, pour lui exprimer aussi son amour, son affection, pour le remercier ou encore pour revenir sur des conflits. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour les personnes endeuillées en général, mais c'est des choses qui nous ont mentionnées et qui sont dues à la distance. Donc, les derniers mots, souvent, peuvent permettre de passer à travers ce processus de deuil facilité. Et là, je vous donne l'exemple de Nariman, un immigrant iranien qui n'a pas pu être présent à la mort de son père, alors qu'il lui avait dit « Oui, je sais que tu es malade, je vais tout faire pour être à tes côtés ». Mais finalement, il était réfugié à l'époque, il n'a pas eu ses papiers, donc il n'a pas pu s'y rendre. Et il compare avec le décès de sa mère, qui est morte quelques années plus tard. Et là, il a réussi, parce qu'il avait son statut de résident canadien, il a réussi à quitter le Canada et se rendre en Iran et d'être auprès de sa mère pour ses derniers jours. Et c'est ce qu'il nous dit, la mort de mon père a été plus pénible que celle de ma mère, parce que j'avais dit à mon père, je vais retourner, et je n'ai pas pu. Au moins, quand ma mère est morte, j'avais passé quelques jours avec elle. Alors, j'ai pu me convaincre de me sentir mieux, mais pour mon père, j'avais de très gros regrets, j'étais triste. Alors, il y avait l'exemple de
de Faouzia. Et elle aussi, ce qu'elle nous disait, elle n'a pas pu retourner au décès de son père. Et c'était encore la question de ne pas avoir pu lui parler. Elle aurait souhaité... Elle se dit, peut-être que mon père avait quelque chose à me dire et je ne le saurai jamais. Il n'a pas pu me le dire. Donc, c'est encore cette douleur-là. Et en conclusion, rapidement, pour tous les gens, perdre quelqu'un auquel on est attaché, c'est douloureux, c'est une épreuve. Et je termine. La distance géographique, pour ces personnes, rend le deuil encore plus difficile. Les retombées émotionnelles, comme vous l'avez vu, sont nombreuses. Et ça tient beaucoup au caractère des visites qui permettent de voir, d'entendre, de toucher, d'interagir avec l'autre. Donc, la coprésence physique permet de se soutenir les uns les autres lors de la mort d'un proche d'une façon que la coprésence virtuelle ne permet pas. Et c'est la toute fin. Toutes les personnes interviewées, en fait, ont le sentiment d'avoir abandonné leurs proches. Et c'est un sentiment qui n'est pas seulement propre à la mort d'un proche, mais au fait de quitter, de partir. Ces personnes se sentent coupables, se disent peut-être que, en fait, j'aurais pas dû quitter le pays, j'aurais dû rester là parce que moi, j'ai pas pu, j'ai manqué à ces personnes. Donc, la mort d'un proche, d'une certaine façon, symbolise toutes les pertes qui sont liées à la migration et elle rappelle aussi l'impossibilité de regagner le temps passé. Merci pour votre écoute. Une question peut-être pour Monsieur Moreiras. Merci, c'était très intéressant. En fait, mon questionnement, c'est de dire les Marocains et le Maroc représentent un cas de figure particulier dans l'articulation entre le pays, la politique et la religion, et aussi un cas d'articulation particulier avec l'Espagne. Donc, je voulais savoir si dans les travaux que vous avez faits jusqu'à maintenant, il y a quelque chose de particulier qui ressort aussi, qu'on pourrait lier finalement à ces caractéristiques-là. Les particularités, il va nous les dire. C'est lui l'expert. Non, quand toutes les situations dans lesquelles on se place la création de nouvelles identités, ce n'est pas une particularité. C'est mot que je viens de dire au début de mon exposé, non? C'est ce qu'on doit parler de catalan marocain d'origine catalane, tout ça. Mais la question, c'est qu'à ce moment, il n'existait pas encore, du point de vue de penser l'idée que les fonds de la vie, qui ont soit inhumés en Catalogne ou inhumés au Maroc, je vois qu'à ce moment, vraiment, les partis est joué pour les Marocains et pas pour les Catalans. Hein. Ça ne veut dire pas que, par exemple, on voit des celles plus ou moins institutionnalisées par les administrations publiques catalanes et espagnoles. On pensait que la création de nouvelles carrés réservés dans les cimetières peut être quand même une volonté de reconnaissance de ces nouvelles identités qui sont créées. Mais je crois que ce n'est pas simplement l'idée de ce modèle différent de création identitaire, soit dans l'impression de former part de la Catalogne, de l'Espagne ou bien de Maroc, soit en friction. Je crois que, je pense tout à l'heure que l'essence pratique est à ce moment une idée de réponse à la question de la mort. Et curieusement, la réponse, c'est plus compliqué que placer les corps à côté moins de la ville dans laquelle on vit. Tu vois? Mais c'est une réponse compliquée, mais en même temps facile du point de vue de ne pas répondre à ces questions de et vous, finalement, vous êtes catalan ou vous êtes marocain. Tu vois? Je crois que quand même, hier soir, hier matin, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé sur quels sont les droits qui sont reconnus. Les droits du mort, les droits de la famille, les droits de la communauté, les droits de ce qu'on dit les collectifs en général. Hein, penser qu'à ce moment, la possibilité de que
cette majorité des fonds soit être répatriés au futur, ce qui ont fait par exemple un commentaire avec Nada, c'est quoi toi, c'est pas Caroline, c'est pas avec qui a parlé de ce pourcentage qui se maintient dans ces autres populations musulmanes qui sont en Europe, avec plusieurs générations de présence et tout ça. Je ne sais pas si au futur ça changera ou quoi, mais à ce moment, je crois que la réponse qu'à ce moment on passe, c'est pas simplement nous devons répatrier nos corps parce que nous n'avons pas des lieux dans lesquels placer, parce que je trouve que si on compare, je n'ai pas évidemment tout le temps pour le dire, et tu vois, les façons dans lesquelles on se fait les demandes pour demander ces réservations, c'est évidemment très faible. Peut-être ça peut s'expliquer dans le fait qu'en Catalogne il n'existe pas des communautés de convertis espagnols qui demandent à ce moment cette... Peut-être, c'est ce que dit mon collègue Soltares en relation avec l'Andalousie. Oui, alors c'est une question-réflexion en même temps. C'est qu'effectivement, en France et en Grande-Bretagne, on assiste ces 15 dernières années à une baisse du taux de rapatriement des corps des musulmans habitant aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment des populations extrêmement diverses. On a le Pakistan et le Maghreb pour la France essentiellement. Et c'est, je pense, à voir ça, il faut lier ça, à mon avis, avec la prolifération, ou plutôt la libéralisation des pompes funèbres, et aussi avec le fait que c'est un marché juteux, en fait, et que c'est constant, il n'y a pas de crise, les gens vont continuer à mourir. Et c'est un investissement, c'est une partie du marketing ethnique, tout comme les boucheries halal, etc., etc. Et par exemple, dans une ville comme Le Havre, il y a des petites pompes funèbres, en fait très régionales, avec un ancrage local lié à la mosquée et au carré confessionnel, et qui fait sa publicité dans la boucherie halal, chez l'épicier, et donc dans ce quartier-là. Et par contre, les grandes entreprises de pompes funèbres qui ont une aura nationale et qui sont sur les sites Internet, eux, c'est plus sur le rapatriement qu'ils mettent l'accent. Donc on a cette dimension nationale de communication pour le rapatriement, mais au niveau local, là où il y a une communauté constituée avec éventuellement une mosquée, un endroit pour laver le corps et un carré confessionnel, on voit arriver en fait des petites entreprises, des micro-entreprises de pompes funèbres et qui prennent en charge l'inhumation sur le sol français. Et d'ailleurs, la comparaison, quand on regarde les chiffres, ce que j'avais présenté hier, au niveau des enterrements dans le cimetière, dans le nouveau carré confessionnel municipal, le taux d'enterrement a explosé, a triplé ces 10 dernières années. C'est pas qu'il y a plus de morts, mais c'est que le choix d'être enterré dans ce cimetière, parce qu'il y a les pompes funèbres qui vont avec, et c'est moins cher, en fait, aussi. Il y a cet argument économique, a fait exploser le nombre d'enterrements sur le sol. Et en Grande-Bretagne, c'est aussi le cas. On assiste clairement à une baisse du taux de rapatriement des corps et une présence de plus en plus nombreuse dans les carrés municipaux britanniques, mais aussi la possibilité en Grande-Bretagne d'avoir des cimetières privés. Le Garden of Peace est le plus grand cimetière privé musulman en Europe, selon leur publicité. Donc c'est aussi un argument économique. Oui, absolument, mais à l'exception. Mais à c'est pas important ce que je viens de dire, c'est pas de trouver les sons. Non, à l'exception des cas de Ceuta et Melilla, il n'existe pas encore des pompes funèbres islamiques en Espagne, en Catalogne. Mais ça veut dire qu'au futur, peut-être, mais le processus de libéralisation du marché funéraire en Espagne, ça a été fait, comment dire, en libéralisation qui ne permet pas l'entrée de nouvelles formes de gérer ces questions. Hein. Évidemment, c'est une question de business, hein, vraiment. Mais il y a beaucoup de firmes, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris cette idée d'accepter toutes les diversités possibles au sein de la loi, vraiment, et aussi toutes les formes possibles, soit répatriement, soit récréation, soit toute la remembrance et tout ça, c'est un marché très important, mais sans se permettre à ces moments qu'on puisse avoir une firme qui soit
islamique 100%. C'est plus facile, par exemple, de trouver des agents marocains, des agents pakistanais, qui parlent avec les communautés pour voir quels sont les services qui peuvent être donnés, qui à ce moment, c'est une offre de travail très importante, et spécifique, mais ouverte à ce moment, que penser à l'idée de cette libéralisation, je dis, ethnique aussi, de la perception de la mort. Non? Si je peux me permettre, je vais juste rajouter pour le contexte montréalais. En fait, il y a, les entreprises font appel à des conseillers spécialisés selon les communautés ethnoculturelles, religieuses, et ils sont payés à la prime. Ça existe, c'est une autre stratégie aussi. Je ne parlais pas de conseillers, hein. Ça c'est une autre chose, en tout cas c'est en Catalogne quand même. Ce sont des gens qui proviennent des collectifs, alors il aura la possibilité d'incider, de dire quelque chose, de conseiller. Micro est ouvert. Oui, merci. J'aimerais vous entendre parler concernant la dernière communication, Josiane, c'est ça? Et concernant les sentiments de culpabilité de l'expérience des immigrants. Et moi-même, je suis une immigrant et je me pose la question si, d'après vous, les sentiments de culpabilité comme vous avez mentionné, toujours présent quand on quitte le pays et même pendant les voyages, on sent toujours une notion de culpabilité parce qu'on sait que finalement, il y a forte chance qu'on ne pourra pas revenir probablement au pays et en même temps que probablement les personnes qui restent ne seront plus là. Alors, est-ce que sans sentiment de culpabilité, ça revient ou ça ressort d'après vous l'idée de qu'on peut mourir loin du pays et qui nous ramène à notre propre mort et les sentiments probablement de solitude. Je ne sais pas si d'après vous ou selon vos recherches, et nous ramène aussi cette dimension. C'est toujours ce sentiment de qu'on se sent coupable parce qu'on n'a pas vu la personne, ou nous ramène toujours l'idée de notre propre mort. Alors, c'est une grande question. En fait, dans le cas des personnes qui ont été interviewées, ils se sentaient coupables. Ils se sentaient tous coupables et ça les ramenait au fait qu'ils avaient quitté le pays. Est-ce que la culpabilité habite tous les migrants ou elle habite les migrants quand la personne décède? Ça, c'est une autre question qu'il faudrait développer. En même temps, quand on parle de solidarité transnationale, les migrants donnent beaucoup aussi, rapportent beaucoup au pays d'origine, aux gens qui sont laissés derrière. Donc, il y a quand même cet échange qui se poursuit. Mais là, ça ressortait plus parce que la personne était partie. Donc, il faudrait voir, ça serait intéressant, une recherche sur la culpabilité, mais c'est ça. Là, ça ressortait par rapport à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il y a un soutien qui est apporté, une aide financière il y a une circulation qui se fait. Et aujourd'hui, c'est ça, les migrants on parle de mobilité depuis hier, sont de plus en plus mobiles, donc c'est différent qu'il y a 50 ans quand les gens quittaient et ne pouvaient pas retourner au pays comme ça.